Cahier 10. Cette séance de notre séminaire sera la dernière, alors qu'initialement il y en avait été prévu une autre. Cela va inévitablement affecter le rythme de notre commentaire, puisqu'il nous reste 2 paragraphes. Mais il n'a pas été possible de faire autrement. L'avant-dernier paragraphe est structurellement le pendant de celui qui s'achève avec la citation de Mallarmé. De fait, il se termine lui aussi sur une citation de Panvitz, et son contenu est le même, le rapport de la pure langue et de la traduction, mais à un niveau de plongée plus profond dans l'interrogation et l'exposition de ce rapport. Le paragraphe précédent énonçait « La traduction doit faire le plus possible abstraction du sens. C'est au travers de la littéralité, au premier chef syntaxique, que s'opère une telle abstraction. Et ceci, nous l'avons vu, parce que dans la lettre syntaxique de l'original, pour autant que dans une œuvre, cette lettre tend à se détacher du sens, à acquérir une étrange autonomie, le même phénomène se manifeste déjà. S'il en est ainsi, les 2 concepts fondamentaux qui structurent l'éthos du traducteur, la fidélité et la liberté, paraissent plus que jamais opposés. Ils se rapportent chacun, pour ainsi dire, à 2 essences inconciliables de la traduction, entre la restitution Wiedergabe du sens et la reproduction littérale. Un abîme se creuse qu'aucun compromis ne peut songer combler. Cependant, cette opposition, qui est une opposition réelle, non seulement historique et idéologique, porte en elle un déséquilibre. La traduction comme restitution du sens où se déploie la soi-disant liberté du traducteur ignore tout évidemment de la problématique de la littéralité. Mais la traduction comme production à travers cette littéralité de la pure langue est confrontée au fait que dans toute langue, dans toute œuvre, il y a du sens. Dès lors que l'on pose que dans la traduction, l'essentiel n'est pas la transmission de ce sens, nous sommes confrontés à la question, cette transmission est-elle pour la traduction littérale un moment nié, à nier, comme l'est la lettre pour la traduction du sens, ou encore, ce qu'il y a de sens dans un texte constitue-t-il par rapport à la lettre une couche autonome, repérable, où le sens ne renvoie-t-il pas à autre chose que lui, à quelque chose pourtant lui étant essentiellement apparenté. Benjamin écrit « Mais si le sens d'une configuration de langue peut être posé comme identique à sa communication, il reste tout proche de lui et pourtant infiniment éloigné, caché par lui ou montré plus clairement, brisé par lui ou plus puissant que toute communication, un élément dernier, décisif. Il demeure dans toute langue et dans toutes ses configurations hors du communicable, un non communicable, quelque chose selon le mode de corrélation dans lequel on le trouve, de symbolisant ou de symbolisé. De symbolisant seulement dans les configurations finies de la langue, de symboliser par contre dans le devenir même des langues. Et ce qui cherche dans le devenir des langues à se présenter, voire à se produire, c'est ce noyau de la pure langue. Le texte ici se fait d'une densité presque insoutenable, car ce que veut dire Benjamin, c'est que la pure langue, symbolisée dans le devenir des langues, qui pour lui est la marche messianique vers la pure langue, est symbolisante dans les œuvres. Qu'est-ce que cela veut dire ? Et d'abord, dans quelle mesure le devenir des langues est-il distinguable de ce qui devient des langues dans les œuvres ? Assurément, on parle empiriquement du devenir des langues, mais ce devenir que peut étudier la linguistique ou la philologie n'est pas ce dont parle Benjamin qui a en vue le devenir pure langue des langues, et non la diachronie empiriquement constatable des différentes langues existantes. Plutôt, dans cette diachronie, cet être en mouvement des langues, Benjamin discerne une visée, une intentio. Dans l'être historique des langues, il affirme une symbolisation de la pure langue. Symbole signifie ici exposition, présentation lacunaire de la pure langue. La philologie et la linguistique étudient l'être en mouvement des langues sans, bien sûr, s'interroger sur son fondement. La philosophie spéculative, elle, y décerne non constatablement l'exposition de la pure langue. Plus précisément, sans cette intentio fondamentale, il n'y aurait pas d'être en mouvement significatif des langues. Symbole signifie encore présentation lacunaire, fragmentaire.
le symbole et le règne du fragment. La pure langue est symbolisée, cela veut dire parvient à une présentation brisée de son être dans le devenir des langues, mais ce devenir est pour ainsi dire passif comme l'est l'écoulement d'un fleuve. Dans les œuvres, par contre, la langue se rassemble et se concentre. La pure langue n'y est pas symbolisée, passif mais symbolisante, actif. Néanmoins, cela ne veut pas dire que la présence active de la pure langue dans les œuvres soit supérieure à sa présence passive dans le devenir des langues. Car dans l'œuvre, la pure langue, sa présentation, est liée à l'élément qui, de tous, lui est le plus étranger, le sens. Elle est lestée dans les configurations par le sens lourd et étranger. Expression notable, l'œuvre est aussi communication, elle est transmission du sens. Ce sens est lourd et étranger. Il est par rapport à la visée de la pure langue qui habite, symbolisante l'œuvre. De là, la tâche unique de la traduction, délivrer l'œuvre et sa langue du sens lourd et étranger qui l'habite. La détacher de ce sens, faire du symbolisant le symbolisé même, retrouver la pure langue structurée dans le mouvement langagier, tel est le pouvoir unique et violent de la traduction. Cette phrase est la phrase centrale de la tâche du traducteur. Tout ce que dit et a dit Benjamin se rassemble en elle. C'est elle qui lègue historiquement à notre réflexion. Toute méditation sur la traduction doit l'affronter. Elle-même affronte des siècles de théorie de la traduction. Elle-même sonne le glas des théories de la traduction, car il n'est de théorie de la traduction qui ne soit celle de la restitution du sens. Ceci se produit dans le domaine des œuvres, car les œuvres ont ceci de particulier, qu'en elles, l'être et sens y sont magnifiés au-delà des pouvoirs ordinaires de la langue. Dans les œuvres, le sens pèse infiniment, et la terre règne. Mais justement, l'œuvre est le centre d'un conflit entre le sens infinitisé et la lettre infinitisée. En assurant la communication d'une œuvre, d'une langue à l'autre, sans aucun doute, la traduction libère l'œuvre et donc la langue du poids du sens. C'est là certainement son pouvoir le plus caché, car lorsque la traduction vise la littéralité, elle libère, fût-ce fragmentairement, la pure langue. Ce qui signifie pour nous, en nous détachant des connotations messianiques historiquement propres à Benjamin, la langue même dans son être de l'être, l'être de la langue, c'est bien ce que veut dire Benjamin. Cette pure langue qui ne vise plus rien et n'exprime plus rien, mais qui est ce qui est visé en tant que parole sans expression et créatrice dans toutes les langues. Voilà ce qui se manifeste chaotiquement dans le devenir des langues, voilà ce que libère dans l'œuvre la traduction. Car tout ce que peut viser l'œuvre originale, communiquer quelque chose, exprimer quelque chose, et une œuvre n'est rien aussi sans cette visée, la traduction n'en a cure. Ce dont elle se soucie, c'est de la pure lettre de l'œuvre. Du moins cela est-il son pouvoir le plus intime, encore à elle-même scellée. Avoir énoncé ce pur pouvoir, telle est la grandeur historique de Benjamin. Nous nous préoccupons peu du cadre messianique de cette réflexion, car en vérité, c'est en réfléchissant sur les traductions historiques de Hölderlin que Benjamin a pu dégager cette seconde essence non culturelle, spéculative de la traduction. Et chez Hölderlin, ce qui compte, c'est bien le rapport de l'homme à la lettre fondatrice, non les contingentes constructions messianiques qui autour de ce rapport s'édifient. Non seulement il en est ainsi, mais il est de toute essentialité que la position de Benjamin ne soit pas interprétée comme un choix entre deux possibles de la traduction, le sens ou la lettre, car Benjamin ne pense pas ainsi, il pense spéculativement le rapport du sens et de la lettre dans la traduction. Ce rapport est tel que le sens ne disparaît pas, mais il y est pour la première fois réordonné par rapport à la lettre comme élément inéluctable. Plus, la traduction est l'unique lieu où le sens apparaît avec ce qui, dans l'habitation de la langue par l'homme, est à la fois secondaire et réel. Que la traduction ait été considérée comme libération et expansion du sens, cela est une détermination historique qui occulte son essence. La traduction fait scandale parce que tout en transmettant le sens, elle le relègue à un rang subalterne, comme ce qui, dans l'être de la langue, est tout au plus une conséquence d'un être non communicatif, non expressif, mais créateur. Créateur, le terme est usé, vague,
Benjamin ne va pas au-delà, il ne pense pas l'essence de la pure langue, il la rêve plus qu'il ne la pense. Cette essence, c'est celle de la langue même, telle que la pensée a commencé à la penser son grand et unique rival Heidegger. Il faut lire aujourd'hui Benjamin, nous le redisons, le Benjamin de la tâche du traducteur à la lumière de acheminement vers la parole, parce que là y est pensée l'essence de la langue comme non communicative, non expressive, et ce n'est pas pour rien que Heidegger interroge Humboldt et Hamann, que Benjamin connaissait bien, et dont Scholem pensait qu'il avait pu être le continuateur. La pure langue est la langue qui est dépliement non signifiant du monde. Ce concept est celui de Heidegger. À partir de là peut commencer une réflexion sur la traduction que Heidegger n'a pas effectuée, mais qu'il a par fragments réalisée. Pour nous, la pure langue est dans toute sa plénitude la langue naturelle, et cette langue naturelle est celle de l'oralité. Créatrice, ce terme indéterminé chez Benjamin signifie créatrice de monde. La pure langue qui, antérieurement à toute expression et communication, établit un monde. La traduction, de par la possibilité qu'elle a de rendre le sens ténu, plus ténu qu'il n'est dans les œuvres et dans les communications du monde, est l'un des plus puissants et violents moyens de présenter, de donner présence à la pure langue, c'est-à-dire à la langue tout court. De là, dit Benjamin, un nouveau concept de la liberté du traducteur et de la traduction. Cette liberté s'atteste et s'affirme dans la littéralité où le traducteur fait tomber de tout son poids la syntaxe de la langue étrangère sur la sienne. Ce mouvement est plus violent qu'il soit, car ce qu'il produit, c'est précisément la fulgurante manifestation de la langue même. La langue d'une traduction de ce genre n'est pas un mélange bâtard, disons, de latin et de français. Elle est, par l'entrechoc des deux langues, l'affirmation de la langue même dans son être de l'être. Assurément, historiquement, les langues se contaminent, se mélangent, entrent en contact. Mais par la traduction, elles arrivent à dégager leur être de l'être, leur être de langue, arrachant l'œuvre et sa langue à la sphère de la communication. La traduction libère la pure essence de la langue qu'est la lettre. De là, l'image ultime de Benjamin où la traduction ne touche le sens que de manière fleuchtique, fugitive. Cette légèreté de contact avec ce qui dans l'œuvre est lourd et étranger à la liberté essentielle du langage, c'est une ironie. Benjamin l'a dit, et c'est le fondement le plus profond de l'ironie elle-même, car l'ironie vise à nous libérer du poids du sens, au profit de quelque chose de plus élevé que le jeu, au profit de la suprême liberté de la langue. Toute grande traduction est ironique, et ici intervient notre seconde citation, Panvitz. Je la retraduis malaisément, oralement, là où Gandillac cherche à la peigner, alors qu'il faut lui laisser son aspect un peu échevelé. Curieusement, ce texte est à son tour cité, notamment par Mesconic, comme étant de Benjamin lui-même, et certes, qui a lu Panvitz, mais là aussi il s'agit de paroles historiques sur la traduction. Nos traductions, même les meilleures, partent d'un faux principe. Elles veulent germaniser l'indien, le grec, l'anglais, au lieu d'indianiser, de gréciser, d'angliciser l'allemand. Elles ont bien plus de respect face aux usages propres de la langue que devant l'esprit de l'œuvre étrangère. L'erreur fondamentale du traduisant est qu'il maintient l'état fortuit de sa propre langue au lieu de se laisser puissamment mouvoir par la langue étrangère. Surtout lorsqu'il traduit d'une langue très éloignée, il lui faut remonter aux éléments ultimes du langage même, là où se rejoignent mots, images et sons. Il lui faut élargir et approfondir sa propre langue grâce à la langue étrangère. On n'imagine pas à quel point la chose est possible, jusqu'à quel degré une langue peut se transformer. De langue à langue, il n'y a guère plus de distance que de dialecte à dialecte, mais cela non point quand on le prend trop à la légère, mais plutôt quand on les prend assez au sérieux. Ce texte nous concerne à double titre, par le heurt des langues qu'il propose sans chercher, comme dit Benjamin, à le fonder, et par la remontée aux éléments ultimes de la langue elle-même, où mots, images, sons se rejoignent, comme de dialecte à dialecte. Or, ceci renvoie à l'essence orale de la langue même, et la mention du dialecte n'est pas fortuite. Car toutes les langues sont la langue dans la mesure où elles sont des dialectes. Il n'y a pas le langage, les langues de genre à espèce, mais la langue, les dialectes, l'espace où se joue la traduction comme visée de l'être, de la langue et le dialecte. Français et chinois sont deux dialectes de la même langue. Telle est la vision à laquelle nous invite Panvitz,
et Benjamin l'a pressenti sans, à son tour, le penser. Il est de toute importance que nous commencions à penser les langues comme des dialectes et comme quelque chose qui fondamentalement se déploie dans l'oralité. Cela ne signifie pas mépriser l'écrit, car précisément il n'est d'écrit essentiel qui ne conserve un lien essentiel avec l'oralité. La traduction, prétendument limitée à la transmission du sens de l'écrit à un autre écrit, s'accomplit dans l'accentuation de l'oralité, présente dans l'original. Oui, l'attention à la lettre est inséparable de l'attention à l'oralité. Benjamin a dit que la pure langue était libérée de l'écrit, ce qui présuppose que l'écrit soit le signe du sens et de la communication. Ici, nous ne sommes pas obligés de le suivre. Ce qui est plus vrai et décisif, c'est que libérer ou rédimer la pure langue, enclose dans la langue étrangère, signifie libérer, c'est-à-dire manifester, darstellen, l'oralité. Quand la traduction aura pris conscience de son rapport avec l'oralité, elle aura assimilé la pensée de Benjamin et de Panwitz. Qu'il s'agisse de la poésie, du théâtre, des livres pour enfants, du roman, de la psychanalyse, des textes religieux, du droit, la traduction des œuvres rencontre l'oralité comme l'élément à nier versus sens ou à accentuer. Ceci ne va pas contre l'écrit. L'écrit n'est jamais aussi écouté que quand l'oralité est inscrite en lui. La langue même, c'est la langue orale. La définition ultime de la traduction, c'est de libérer dans l'original écrit sa charge d'oralité. Cela, l'original ne le peut pas. Le passage d'une langue à l'autre peut libérer l'oralité de l'écrit, mouvement infiniment difficile qui devrait être l'unique désir du traducteur. Que l'oralité des œuvres se libère uniquement dans et par la traduction, cela reste à penser. C'est la grande responsabilité du traducteur d'aujourd'hui, car cette oralité est liée à un problème que Benjamin connaissait bien et qui est celui de la tradition. Tradutore, traditore. On pourrait traduire cet adage italien par traducteur, transmetteur de tradition. La tradition est orale. Elle est même quand ces supports sont écrits ou stockés informatiquement. En fait, le mystère de la traduction, c'est qu'elle soit véhicule de tradition, le véhicule de la tradition. Pas de tradition sans traduction. La traduction préserve et active ce rapport au monde dans la langue qu'est la tradition. Pour elle, tout est dialecte. Le devenir non dialectal des langues est identique à leur devenir. Système de signes et de communication, la traduction peut agir comme agent dialectisant par où la langue revient à ses origines orales. Assurément, dans l'histoire, le mouvement a apparemment été inverse, mais toute grande traduction est dialectale. C'est vrai de Luther, de Hölderlin, de Klossowski, de Leiris avec Hopkins. Disant cela, nous allons au-delà de Benjamin. Nous disons tout à fait hardiment et courant le risque de toutes les équivoques. La pure langue, c'est le dialecte, plus précisément l'essence dialectale de la langue. À partir de là, nous pouvons relire de manière non conventionnelle le dernier paragraphe, car le texte sacré dont il est question, la Bible, est dialectal et oral. Mesconic nous l'a appris et ce texte est simultanément intraduisible, si ce n'est au sens évoqué ici, et traduisible. D'où le contresens étonnant de Gandillac. Ce contresens textuel énonce le non-dit du texte de Benjamin, à savoir l'intraduisibilité du texte sacré en tant qu'il est oral et dialectal, et il l'est toujours. Mon commentaire, vous le voyez, n'est pas ligne à ligne, il a décollé. Je crois qu'en terminant, et en même en trop grande hâte, ce qui n'excuse pas tout, il faut décoller. Le concept de pure langue de Benjamin ne gagne pas à être saisi seulement dans sa détermination messianique, parce que nous ne pouvons rien en faire, à moins d'habiter la même problématique que Benjamin, ce qui ne peut être. Si nous le saisissons avec Benjamin même, et ultérieurement comme essence dialectale de la langue, alors il devient possible de se l'approprier, parce que la tâche du traducteur aujourd'hui et dans tous les domaines nous paraît liée à cette constellation dialecte, oralité, tradition. Cette constellation a pour étoile majeure la tradition. Cela d'autant plus que de nos jours, la traduction est prise dans une constellation antagoniste, celle de la traduction comme transformabilité et commutabilité infinie de l'écrit.
Cela se voit aussi bien dans le domaine littéraire que dans le domaine technologique. C'est du reste volontairement, je l'ai dit, que j'ai choisi pour analyser Benjamin la forme du commentaire, car le commentaire est une forme d'approche traditionnelle d'une œuvre, mais là où existe depuis des siècles une traditionnalité du commentaire, la traduction a à conquérir sa traditionnalité. Curieusement, celle-ci passe par un refus de son artisanalité historique axée autour du sens. Aujourd'hui, la traduction a à se doter de tous les instruments de la technologie moderne pour conquérir sa traditionnalité, son propre esprit de système non méthodologique. Ce ne sont certes pas des choses que Benjamin a dites, mais je suis sûr qu'il les aurait pensées, puisque nous savons que le lien de la tradition et de la technologie au sens large était devenu le centre de sa pensée.